j'ai commencé l'enregistrement. Donc, alors la première chose que je voudrais mentionner, c'est que euh, le cours qui est placé en ligne, ou du moins l'enregistrement, ça couvre normalement 2 sessions. Parce que si on devait prendre le temps d'interagir comme je le souhaiterais, à ce moment-là, le cours que j'ai donné, dont les vidéos sont placées en ligne, devait se passer en 2 sessions. Alors, pour ceux qui ont regardé le cours, c'est très important pour moi que vous, si vous avez des commentaires, que vous laissiez des commentaires. N'hésitez pas. Mon objectif, c'est d'améliorer le cours chaque fois. Donc, une fois que vous avez fini de regarder le cours, laissez un commentaire. Likez la vidéo et comme ça, je vais savoir que les choses vont dans le bon sens. Et vous n'avez rien à craindre si vous avez des observations, écrivez ces observations-là. Ce sont ces observations-là qui permettent d'améliorer la qualité du cours. Donc, je voudrais que vous preniez, que vous me preniez vraiment au mot, d'accord? Et quand je vous dis de donner, d'écrire des observations, je pense ce que je dis et je voudrais vraiment que vous le fassiez. Si vous avez aimé la vidéo, tant mieux. Si vous avez des questions en rapport avec la vidéo, mettez, placez ces questions-là, envoyez-moi des questions et c'est ce qui va, encore une fois de plus, permettre d'améliorer les conditions d'apprentissage. Parce que mon objectif, c'est que chacun de vous comprenne ce cours. D'accord? Je ne veux pas qu'il y ait des zones d'ombre. S'il y a des zones d'ombre, faites-le moi savoir parce que il faut bien que vous ayez la maîtrise du contenu du cours. Donc, pour résumer, lorsque vous regardez le cours, à la fin, euh, cliquez l'icône que vous aimez le cours ou que vous n'avez pas aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, c'est très important que vous me dites, que vous dites dans un commentaire ce que vous n'avez pas aimé. OK? Et vous avez la possibilité de placer les commentaires sur la vidéo que vous avez regardée sur ma chaîne YouTube. OK? Ne vous souciez pas du fait que, oh, mais il va y avoir un commentaire négatif. Non, non, ça n'a pas d'importance. Placez les commentaires et c'est par rapport à ces commentaires-là que je vais regarder comment faire pour améliorer les choses. Est-ce qu'on se comprend? Oui, monsieur. OK. Donc, soyez braves, soyez courageux. Ne vous dites pas que, oh non, je ne vais pas faire un commentaire négatif. Si vous avez un commentaire négatif, faites-le. Si vous avez aussi un commentaire positif, faites-le. D'accord? Les choses qui sont bien, dites-le. Les choses qui sont mal, dites-le. OK? Donc, ça, c'est déjà la première chose que je voulais mentionner. La deuxième chose, c'est de vous demander de, de prendre en compte les commentaires et les questions que je donne tout au long du cours. Ces commentaires et ces questions vont partir, peuvent euh, être retrouvés dans les examens. Il n'y a pas une chose que je vais vous poser comme question par rapport à l'examen qu'on n'aura pas couvert en classe.
D'accord? Donc, tout ce que je vais vous poser comme question lors de l'examen est forcément quelque chose que j'ai couvert en classe. Je ne vous teste jamais en dehors de ce que nous avons couvert en classe. D'accord? Et puis maintenant, après cette session, je vais placer un TD en ligne. Et ce TD que je vais placer en ligne, vous devez faire ce TD de telle sorte que vendredi, lorsqu'on va se rencontrer, on couvre ce TD-là. D'accord? Donc, la session de vendredi, typiquement, c'est pour le TD, c'est pour qu'on aborde les questions, c'est pour que je prenne les questions que vous avez par rapport au cours. Je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai beaucoup insisté sur le fait que je voudrais que vous soyez des acteurs de votre éducation. Vous devez être des moteurs de votre apprentissage. Donc, euh, étant la génération de demain, vous devez réellement poser des questions qui vont non simplement vous permettre de connaître le cours, mais connaître le cours pour quelque chose. D'accord? Pour aller plus loin. Euh, vous êtes en biotech, vous êtes en biomède, et ce cours est en biotech pour quelque chose, il est en biomède pour quelque chose. Donc, lorsque vous vous posez des questions, il faut que ce soit vraiment des questions qui vous permettent de, d'adresser des aspects vraiment pratiques. D'accord? Alors, je vais peut-être m'arrêter de faire un peu de commentaires ici et poser la question pour ceux d'entre vous qui ont déjà regardé la première vidéo du début jusqu'à la fin. Quelles sont vos observations? Quelles sont vos questions? Euh, Est-ce que le cours était clair? Est-ce que le format que vous avez vu vous paraît intéressant, c'est-à-dire un format d'intégration avec la vidéo et la présentation PowerPoint? Donnez-moi un peu vos impressions. Et ça, c'est juste valable pour ceux qui ont regardé toute la vidéo, la première vidéo du moins. Le temps est le vôtre. Monsieur, nous, moi personnellement, j'ai regardé la vidéo à moitié. Donc, OK. j'ai- Alors, mais de la moitié que vous avez regardé, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes resté avec des interrogations? Est-ce que le format vous a paru bien? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que je devrais, par exemple, continuer à faire? Quelles sont les choses qui vous viennent à l'esprit? le format, pour moi, ça va. Et les points sont bien abordés. En tout cas, au début, pour moi, ça allait. C'est juste qu'après, j'ai eu des interruptions vis-à-vis de notre connexion ici. Donc, j'ai dû OK, interrompre. OK. Et, et c'est à cause de ces interruptions-là, justement, que je fais ces vidéos-là. Enfin, que j'ai fait ces vidéos-là parce que bien qu'il y a une interruption, après, vous pouvez toujours revenir et regarder la vidéo là où vous vous êtes arrêté et terminer la vidéo. Or, si on est en classe et que vous perdez la connexion, vous n'allez rien entendre à ce moment-là, n'est-ce pas? Oui, monsieur. OK, d'autres personnes, qu'est-ce que vous pensez? D'autres qui ont regardé la vidéo? Monsieur, moi j'ai bien aimé,
Bon, puisque j'ai vu la première vidéo jusqu'à la fin, Uh-huh. donc tout au long de la vidéo, j'ai été très concentrée parce que vous avez su marquer, on va dire quoi, prendre en compte les éléments clés, mais j'ai aussi remarqué certaines erreurs dans la version du cours que vous nous avez envoyé et dans celle que vous avez mis en diapo Mhm. au niveau du contexte historique de l'immunisation. Oui. Au niveau de Edward Jenner, dans le Uh-huh. support que nous avons, c'est 1976. Mais Oui, dans ça votre c'était vidéo, effectivement bien observé. Bien observé parce qu'en fait, j'avais fait du copier-coller de quelque chose que j'avais écrit avant. Effectivement, il faut corriger ça dans la version que vous avez. Parce que Edward Jenner n'a jamais vécu en 1900. OK? Il n'a ok, jamais monsieur. vécu en 1900. Donc, ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur grossière. D'accord, monsieur. Ouais. Maintenant, au niveau des principes de la vaccination, il y a un truc que je n'ai pas compris. Quand Uh-huh. vous avez parlé de l'immunité passive artificielle, vous avez fait mention de RO-gamma. Moi, je n'ai Oui, pas vraiment saisi c'est quoi RO-gamma. oui. En fait, Rogama, c'est une très bonne question. Il y a une condition qui se passe chez les femmes qui sont résus négatifs. Donc, quand je parle de résus, est-ce que ça vous parle? Oui, monsieur. OK. Oui, Est-ce que ça parle à tout le monde? oui, monsieur. OK. Monsieur. Alors, je Monsieur, vais un non, peu ne connais essayer. pas, monsieur. OK, je vais expliquer. Euh, je vais essayer de... Attendez. The hemolytic disease of the newborn. Je vais essayer de traduire ça en français, hein. Hemolytic disease of the newborn. OK. La maladie hémolytique du nouveau-né. La maladie hémolytique du nouveau-né. Je vais écrire ça. Je vais écrire ça ici. Maladie hémolytique du nouveau-né. La maladie hémolytique du nouveau-né. Alors, c'est quoi la maladie hémolytique du nouveau-né? Vous savez que il y a dans le système sanguin de type de sang. Vous avez le type de sang A, B, AB et O. N'est-ce pas? Ça parle à tout le monde, n'est-ce pas? Oui, monsieur. OK. Maintenant, au-delà du facteur A, qui est un antigène A à la surface des cellules du sang, les globules rouges, vous avez le facteur, l'antigène B, qui est à la surface des globules rouges chez les gens qui sont B. Vous avez AB, qui sont des antigènes A et B à la surface des globules rouges des personnes AB. Et puis les personnes O n'ont pas d'antigène A et n'ont pas d'antigène B. Donc, ça, c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK. Maintenant, au-delà des antigènes A et B, il y a aussi un facteur qu'on peut trouver à la surface des globules rouges qui s'appelle rhésus. Tout comme nous avons l'antigène A, l'antigène B, nous avons le facteur rhésus qui est aussi un antigène.
D'accord? Alors, lorsque quelqu'un a le facteur Rhésus, il est positif. Par exemple, moi, je suis A positif. Ça veut dire que j'ai les antigènes A et puis j'ai les facteurs Rhésus. Il y a d'autres personnes qui sont A négatifs. Ça veut dire qu'ils ont les antigènes A, mais ils n'ont pas le facteur Rhésus. D'accord? La même chose s'applique pour B, pour AB et pour O. Il y a des gens qui sont O+, il y a des gens qui sont O-. D'accord? O+, ils n'ont pas d'antigène A ni d'antigène B, mais ils ont leur facteur Rhésus. OK? Et le facteur Rhésus, comment ça s'écrit? Donc, je l'écris là. R-H-E-S-U-S. D'accord? Donc, je viens de vous mettre ça là dans le... Comment on appelle ça? Euh, dans le chat. Vous savez quoi? On va mieux faire. Je vais créer une présentation que je vais vous partager pendant que je suis en train de faire ce cours. D'accord? Et comme ça, je vais écrire sur cette présentation-là et vous pouvez voir exactement tout ce que je raconte. Monsieur, j'ai une question. Oui, Monsieur, par rapport aux vidéos que vous avez envoyées sur la plateforme et oui, le cours, moi j'aimerais savoir si en fait c'est le même contenu en fait. Parce oui, que oui, allez-y. remarquez les vidéos que vous avez envoyées sont plus, bon, comme ma camarade a dit, sont plus explicites en fait. Ah Donc, oui, oui, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est important de regarder ces vidéos-là. Vous savez, la présentation PowerPoint, je ne peux pas tout mettre dedans. OK? Non, ça c'est je peux pas tout mettre sur la présentation PowerPoint, c'est pas possible. monsieur, mais si vous avez déjà envoyé les vidéos, bon, pour moi, je vois plus l'intérêt d'envoyer encore le cours sur PowerPoint ou un fichier PDF. Si déjà dans la vidéo, vous expliquez clairement les points fondamentaux et tout. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que alors je vais vous expliquer. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Oui, OK. monsieur. OK, c'est très bien. Monsieur, Très bien. Et vous voyez aussi mon curseur, n'est-ce pas? oui, Oui, monsieur. monsieur, Oui, monsieur. Alors, très bien. Mademoiselle qui vient de poser la question au niveau des vidéos et du PowerPoint presentation, retenez un peu cette question-là. On va revenir dessus, d'accord? Je vais d'abord D'accord, m'atteler monsieur. à répondre à l'aspect rho gamma. Gamma. OK. Donc, je vais... vous savez quoi? Je vais regarder le time. OK. Donnez-moi une seconde, je vais regarder ici quelque chose. Oups. Upload.
Donnez-moi une minute, hein. Je suis en train de chercher quelques images D'accord, pour, monsieur. ouais, pour vous clarifier un peu tout ça. OK. OK. Come on. OK, bon, vous savez quoi? Je vais passer par une autre méthode. OK, bon, c'est pas la meilleure présentation, hein, mais vous allez avoir le concept. OK, très bien. Donc, vous voyez ma présentation, n'est-ce pas? Oui, monsieur. OK. Oui, monsieur. Donc, au niveau des groupes sanguins, vous savez comment ça marche. D'accord? Les antigènes A sont à la surface des sujets, des globules rouges des sujets qui sont de type A. D'accord? Les antigènes B à la surface des cellules globules rouges chez les sujets de type B. Et puis les AB, ils ont un mélange, ce qu'on appelle une codominance. D'accord? Les personnes de groupe O n'ont rien. Donc, en plus des antigènes A et B, vous allez avoir ce qu'on appelle les rhésus facteurs, bon, qui ne sont pas présentés ici. Maintenant, ces facteurs rhésus se retrouvent aussi à la surface des cellules des globules rouges. Et ces facteurs rhésus, lorsque nous les avons, nous ne développons pas d'anticorps contre ces facteurs rhésus. Mais lorsque nous n'avons pas le facteur rhésus, quand on est O négatif, on est AB négatif, on est A négatif, B négatif, et que nous sommes exposés à un sang de type plus, nous allons nécessairement développer des anticorps contre le facteur rhésus. Alors, pour ce qui est d'une mère enceinte, il faut savoir que la plupart des gens sur la Terre ont le facteur rhésus.
La plupart des gens sur la Terre ont les facteurs Rhésus. Ce qui fait que lorsqu'une mère est A négatif, B négatif, AB négatif, O négatif, cette mère, cette femme n'a pas de facteur Rhésus. Donc, parce qu'elle n'a pas de facteur Rhésus, elle peut développer des anticorps contre le facteur Rhésus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, oui, monsieur. OK, d'accord. Donc, ce qui fait que, comme la plupart des gens sont facteurs Rhésus positifs, la probabilité qu'une femme qui est O négatif, A négatif, AB négatif rencontre un homme qui est aussi négatif est très faible. Donc, la plupart du temps, est-ce que vous pouvez arrêter votre micro, s'il vous plaît? Donc, la plupart du temps, une dame qui est Rhésus négatif va rencontrer un homme qui est Rhésus positif. Et parce que cet homme sera Rhésus positif, et s'ils ont un enfant, après accouplement, ils ont fertilisation et l'embryon se développe en fœtus, le fœtus sera nécessairement Rhésus positif, il n'y aura pas d'autre alternative. Lorsque le fœtus est Rhésus positif, il y a une barrière entre la mère et l'enfant, ce qu'on appelle la barrière du placenta. D'accord? Ce qui fait que lors de la première grossesse, la maman qui est Rhésus négatif ne saura jamais que le fœtus ici est Rhésus positif, sauf à la naissance. Lors de la naissance, il y a un mélange de fluide entre le nouveau-né et la maman. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a un échange de sang entre le nouveau-né et la maman, c'est là où le système immunitaire de la maman va se rendre compte que, au fait, j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui n'était pas de moi. Donc, la réponse naturelle, c'est de développer des anticorps contre le Rhésus. Donc, ça, c'est de manière naturelle. Et une fois que la maman développe des anticorps contre le facteur Rhésus, lors de la deuxième grossesse et que le fœtus est Rhésus positif, comme le premier, ce qui se passe, c'est que les IgG, les immunoglobulines de type G, qui sont capables de traverser la barrière du placenta, vont en fait aller dans le fœtus et cibler le sang du fœtus, qui va faire que le fœtus, en fait, peut mourir parce que le sang va coaguler et parce que le sang va agglutiner à cause des IgG contre le facteur Rhésus. La plupart du temps, la deuxième grossesse ne va pas être portée jusqu'à terme. Il y aura miscarriage. Comment tu appelles ça, miscarriage? Il y aura une perte de l'enfant. Comment j'essaie de trouver miscarriage en français. Vous pouvez m'aider? Lorsqu'il y a une perte spontanée de la grossesse. Une fausse couche, monsieur. Une fausse couche, voilà, une fausse couche. Très bien, merci. Donc, maman va faire une fausse couche presque systématiquement après le premier enfant parce que elle produit des anticorps contre le Rhésus, le facteur Rhésus,
Et vous voyez, attendez, je vais quand même vous écrire Rhésus. Voilà. Donc, le facteur Rhésus, elle produit des anticorps contre le facteur Rhésus. Donc, en réalité, la plupart du temps, il y a des fausses couches. Lorsqu'il n'y a pas de fausses couches, l'enfant va naître avec un poids en dessous de la normale par rapport à une grossesse normale. Ça, c'est quand l'enfant est porté jusqu'à terme, quand le fœtus est porté jusqu'à terme. Souvent, il y a aussi, lorsque le fœtus est porté jusqu'à terme, un retard dans le développement de l'enfant à cause du manque de sang. L'enfant peut naître un peu attardé parce que le manque d'oxygénation au niveau du cerveau va faire que l'enfant va avoir des défauts à la naissance et notamment des défauts cognitifs, c'est-à-dire la capacité de réfléchir bien comme il faut, de tout bien faire comme il faut. Maintenant, ça, c'est ce qu'on a appris et qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on appelle cette condition la maladie hémolytique du nouveau-né. En anglais, on écrit ça hemolytic disease, disease of the newborn. Voilà. Donc, c'est égal maladie. Hémolytique du nouveau-né. Voilà. Maladie hémolytique du nouveau-né. Donc, en termes de traitement pour éviter ce genre de situation chez la mère, on va injecter à la mère des anticorps qu'on appelle Rho gamma. Ces anticorps Rho gamma, on va les injecter à la mère dans les 72 heures après la naissance du premier bébé. Donc, dès la naissance du premier bébé, on doit injecter des anticorps à la mère. Et quand on injecte ces anticorps à la mère, ces anticorps vont aller contre le sang du fœtus qui était là. D'accord? Donc, le rhésus facteur, ces anticorps vont aller combattre le rhésus facteur. Et en combattant le rhésus facteur, en séquestrant le rhésus facteur et causant l'élimination du rhésus facteur, le système immunitaire de la maman ne va jamais être au courant de la présence de ce rhésus facteur. C'est comme si, en fait, on trichait à un examen. Imaginez que vous n'avez pas étudié à un examen, pour un examen, et que quelqu'un prenne un examen à votre place. Parce que cette personne-là connaît bien le cours. Donc, cette personne prend l'examen pour vous, obtient 20 sur 20 ou 100 sur 100, 100%. Et puis, vous dites que oui, c'est très bien, je suis très bon. Maintenant, va arriver un autre examen et la personne vous dit, moi, je ne suis plus disponible pour prendre l'examen pour vous, vous allez devoir prendre l'examen vous-même. Et si évidemment vous n'avez pas étudié et que vous allez prendre l'examen, vous allez échouer à plate couture. OK? Donc, c'est la situation qui se passe ici. Donc, maman n'est jamais au courant de la présence des facteurs rhésus dans son corps après l'injection des Rho gamma, ce qui fait que lors de la deuxième grossesse,
maman va porter la deuxième grossesse comme si elle n'avait même pas porté une première grossesse en termes de prise de conscience de la présence des rhésus facteurs chez le nouveau-né. Ce qui fait que dans le passé, et quand je dis dans le passé, plusieurs dizaines d'années en arrière, les femmes ne pouvaient pas, une femme qui était rhésus positive ne pouvait pas avoir plusieurs enfants. En général, elles avaient un enfant et c'était tout. Aujourd'hui, grâce à l'application de la biotechnologie euh, pour, euh, pour combattre en fait la maladie hémolytique du nouveau-né, une femme peut porter autant d'enfants qu'elle veut. Elle peut porter 2, 3, 4, 5 enfants si elle veut, parce que on a cette solution grâce à la biotechnologie. Et ça, c'est vraiment une très bonne question que vous avez posée. C'était une longue réponse, mais je pense que la réponse était nécessaire de le développer avec autant de détails. Et d'ailleurs, ça ouvre une perspective parce qu'on a développé autant l'hémolytic disease of the newborn, OK, la maladie hémolytique du nouveau-né, ça ouvre une perspective par rapport à l'examen. Donc, il faut vraiment revoir ce dont on a parlé ici aujourd'hui. Je vais voir si je peux inclure ça dans le TD avant de vous demander ça à l'examen. Très bonne question. Est-ce que c'est clair pour... Monsieur, Oui? ça veut dire que si les deux parents sont à moins, par exemple, il ne peut pas exister la maladie hémolytique. Non, Donc, jamais. elle indique que si la mère est de rhésus A négatif et le père est rhésus positif, Oui, absolument. Ça n'existe que seulement si la mère est négative et le père positif. Mais si les deux sont négatifs, ça n'existera pas. Si les deux sont positifs, ça n'existera pas. D'accord, monsieur. Très bien. Très bonne question. Maintenant, vous savez ce qu'il faut dire à nos parents au quartier par rapport à ce que c'est que la maladie hémolytique du nouveau-né et comment prévenir ce problème, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Monsieur, ils diront que c'est de la sorcellerie. Pardon? Pardon? Ils diront que c'est de la sorcellerie, monsieur. Ils sont comme ça. Mais là, vous savez que ce n'est plus la sorcellerie, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ah, mais Ouais. ça pas Voilà, maintenant vous allez expliquer à tata, à la cousine que, ah, tu vois, il y a cet aspect de maladie hémolytique du nouveau-né. On aurait dû t'injecter les gamma à la euh, à la première naissance. Mais si ça n'a pas été fait à la première naissance, après 72 heures, votre corps commence à produire les anticorps et là, c'est trop tard. OK? Et c'est pour Oui, ça, monsieur. et c'est pour ça que c'est très important que vous soyez réellement des acteurs présents quand il s'agit d'adresser les problèmes parce que l'avenir du pays, c'est vous. D'accord? C'est vous qui devez dire que, ah, bon, combien de femmes sont rhésus négatifs et qui ont un enfant qui n'ont jamais reçu de gamma au Gabon? Donc, vous devez vous poser cette question. Et maintenant, la question que vous devez vous poser, est-ce que ça m'intéresse d'aider ces femmes-là? Ou du moins, celles qui ont déjà été victimes, on n'y peut rien. Mais celles qui sont aussi jeunes que moi, qui voudront faire des enfants, qui pour certaines sont rhésus négatifs, est-ce qu'il y a moyen
soit de les éduquer, soit de créer un système dans notre système de santé où on regarde systématiquement à la naissance le type sanguin de l'enfant pour que si l'enfant est rhésus positif alors que la mère est rhésus négatif, qu'automatiquement, dans les 72 heures, on n'attend pas 72 heures, donc à la naissance, 12 heures après la naissance, 24 heures après la naissance, on injecte déjà ces gamma en grande quantité. Mais la question que vous devez vous poser est la suivante. Qui va produire ces gamma-là? Est-ce que ces gamma vont venir des États-Unis? Est-ce que ça va venir de France? Est-ce que ça va venir du Canada? Auquel cas, nous, on fait quoi? Qu'est-ce qui nous prouve que les gamma qui viennent des États-Unis et de France et du Canada sont de bonne qualité? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Et vous dire, bon, est-ce que moi, je peux participer à développer une solution par rapport à ce problème-là, qui est un vrai problème dans notre communauté, n'est-ce pas? Parce que le Gabon est sous-peuplé. Et lorsque vous regardez la densité de population au Gabon, bon, je ne parle pas de Libreville, mais dans tout le Gabon, je ne sais pas à quel niveau on est rendu aujourd'hui, c'est peut-être 10 habitants au kilomètre carré. Quand on ne parle que des Gabonais, 10 habitants au kilomètre carré, ce n'est pas énorme. Quand je grandissais, c'était à peu près 5 habitants au kilomètre carré. D'accord? Et aujourd'hui, j'ai 53 ans. Donc, au mieux, la population a doublé, mais je ne pense pas qu'elle est complètement doublée. Bon, en tout cas, le Gabon est sous-peuplé, ça vous le savez, vous devez le savoir, et que, par exemple, la maladie hémolytique du nouveau-né, ça c'est quelque chose qui est un problème qu'on doit apprendre à adresser au pays parce que je ne pense pas que dans la plupart de nos hôpitaux, c'est quelque chose qu'on regarde de près. Quelqu'un a déjà entendu parler des gamma avant? Non, Oui, monsieur. monsieur. La maladie hémolytique du nouveau-né, quelqu'un a entendu parler de ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK, Monsieur, j'ai une OK. question. Oui. Monsieur, je voudrais savoir s'il n'existe pas des traitements qui peuvent aider des femmes qui sont à leur deuxième grossesse, mais qui n'ont pas eu au préalable à se faire injecter les anticorps Eurogamma. Est-ce qu'il n'existe pas des méthodes qui vont leur permettre d'aboutir au terme de leur grossesse? Peut-être, peut-être que des méthodes existent déjà parce que, bon, je dois dire que ce n'est pas ma spécialité. D'accord? Peut-être que des méthodes existent déjà et c'est là où, en fait, c'est bien que vous posiez cette question parce que ça peut être un sujet de recherche, d'accord? Pour dire que, OK, bon, on va regarder quels sont les traitements qui existent et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ça, c'est un bon sujet de recherche, surtout pour un pays comme le Gabon, parce qu'on a beaucoup à faire chez nous. On emprunte beaucoup, mais on crée peu. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va continuer à emprunter ou est-ce que nous-mêmes, on va faire partie un peu de ceux qui créent des solutions à nos propres problèmes? Oui, monsieur. Et d'après certains sites que j'avais eu à lire, la Mhm, plupart du temps, les dames qui ne se faisaient pas injecter par les anticorps au gamma devenaient mhm. systématiquement stériles après. Oui, oui, et vous comprenez pourquoi? Oui, monsieur. Oui, très bien. Donc, une autre question par rapport à ça, sinon je vais aborder l'autre commentaire qui a été fait sur les présentations.
S'il n'y a pas d'autres commentaires, oui, allez-y. Monsieur, excusez-moi, quand vous parlez de stérilité, est-ce que c'est une stérilité à long terme ou c'est juste par rapport à la personne avec qui elle a eu le premier enfant? En fait, c'est par rapport, c'est pas une stérilité avérée en fait. C'est pas une stérilité avérée. D'accord? Parce que la stérilité, c'est l'incapacité de produire un enfant. Or, la personne qui est rhésus négatif n'est pas nécessairement dans l'incapacité de produire un enfant. C'est simplement une question de compatibilité. Donc, en d'autres termes, si une dame qui est rhésus négatif a eu un premier enfant avec un individu de rhésus positif et qu'elle n'a pas eu d'injection de Rho-gamma ou de substitut, bon, la probabilité qu'elle ait un autre enfant avec rhésus positif est proche de 0. Donc, la personne ne va pas pouvoir faire des enfants dans ces conditions-là. Cependant, si la personne se met avec un individu de type rhésus négatif, eh bien, cette personne va pouvoir faire des enfants. En d'autres termes, si elle trouve un autre homme qui est du même type qu'elle, ben, ils n'auront pas de problème pour continuer à faire des enfants. Peu importe le temps après le premier enfant. Ok, merci, monsieur. Parce que là, c'est juste une question de compatibilité. Ce n'est pas qu'elle ait un problème d'ovulation. D'accord? Les ovules sont là. Ils arrivent chaque mois. Et c'est simplement une question que lorsque le fœtus rentre après fertilisation, systématiquement, les anticorps combattent ce fœtus-là et qu'il y a fausse couche. Et c'est là où, comme quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, on va dire que, oh, vous savez quoi, c'est un problème de sorcellerie parce que depuis son premier enfant, tous les autres enfants ne font que mourir après une fausse couche. Eh bien, c'est ça le problème. Donc, pour maintenant adresser la question sur les présentations, malgré les vidéos, je tiens toujours à positionner, comment dire, à placer les présentations PowerPoint et que ce soit en version PowerPoint ou en version PDF parce qu'il y a différents genres d'apprenants et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je voudrais rencontrer chacun là où il est. Oui, allô? Monsieur, nous sommes en classe, on avait un problème de connexion, donc on ne sait pas à quel niveau vous êtes. Donc, alors, la classe a un problème de connexion. Vous ne savez pas à quel niveau on est. On est rendu très loin. On est rendu très loin. On a parlé du facteur Rhésus. On a parlé du facteur Rhésus. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai fait un enregistrement dont je vais vous rendre, que je vais rendre disponible après la classe. D'accord? Oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas, revenir en arrière parce que j'ai beaucoup expliqué l'aspect du Rhésus là. Et il y a eu de très, très bonnes questions. Par contre, ce que je dois absolument dire par rapport à toute la classe, c'est que vous allez, alors, lorsque vous regardez les vidéos en ligne, premièrement, je voudrais que vous mettiez comment on appelle ça, le pouce, que je sache que vous avez regardé la vidéo, mettez le pouce. OK? Maintenant, je voudrais aussi que lorsque vous avez des commentaires,
OK, il y a un peu trop, de bruit derrière. Je voudrais que lorsque vous avez des commentaires, que vous placiez ces commentaires dans la partie commentaires de la vidéo sur ma chaîne YouTube. Placez des commentaires. Ne vous dites pas que, ah, mais je ne peux pas faire un commentaire négatif. Faites tous les commentaires qui vous viennent à l'esprit parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement que je fasse des vidéos, mais je voudrais faire des vidéos qui sont de bonne qualité et qui, en fait, sont assez explicites pour vous parce que je suis là pour vous. Si je ne fais pas ça, à ce moment-là, c'est une perte de temps pour moi et pour vous. Donc, ce que vous avez à dire m'intéresse beaucoup. Vous comprenez? Oui? Oh, OK. Bon, vous êtes muté, donc vous ne pouvez pas répondre. OK. Qu'à cela ne tienne, placez les commentaires. S'il vous plaît, placez les commentaires, placez les questions si vous avez des questions. Envoyez-moi des questions, d'accord? Je voudrais que les représentants des classes m'ajoutent dans le groupe général de Biomed et de biotech. Comme ça, si vous avez des questions, je peux directement répondre à ces questions-là et à la fin de mon cours et lorsque vous aurez passé vos examens, je vais me retirer du groupe. D'accord? Donc, les délégués de groupe, ajoutez-moi dans votre groupe général. Comme ça, je peux répondre aux questions là-bas si vous avez des questions. Euh, et si j'ai des choses à vous dire, parce que j'ai remarqué que les gens ont du mal à suivre avec les emails, d'accord? Parce que j'envoie des emails, il y a des emails qui ne fonctionnent pas, parce que mon système me dit que tel email n'est pas arrivé, parce que on ne trouve pas le propriétaire de l'email. Donc, du coup, l'email, le système me dit que cet email ne fonctionne pas. Donc, c'est très important que vous m'ajoutiez dans le groupe WhatsApp. Si vous pouvez faire ça maintenant, euh, si vous pouvez faire ça maintenant, ce serait bien. Comme ça, vous avez enfin, je peux être en contact avec vous. D'accord? Monsieur, Oui. monsieur, Oui? on va créer le groupe tout à l'heure afin de s'introduire. OK, d'accord. OK. Comme ça, je peux communiquer avec vous aussi bien biotech que biomed. Donc, ça, c'était par rapport aux vidéos. Donc, je posais aussi la question de savoir, donc pour ceux qui sont dans la salle de classe, si vous avez regardé la vidéo, si vous avez regardé les vidéos, parce que ces vidéos, normalement, sont pour 2 sessions. D'accord? Parce que ce sont des longues vidéos. Enfin, c'est 2 heures de vidéo, mais ces 2 heures de vidéo, normalement, ça devait se faire en 2 sessions. Et comme je voulais éviter des problèmes techniques, j'ai décidé d'enregistrer toute, toute la vidéo et non pas euh, me fier au fait qu'on va peut-être se rencontrer ici, là, avec les problèmes techniques qu'il y a au Gabon. Je n'étais pas trop sûr, donc j'ai fait ça. La question que je vais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que vous voulez que j'enregistre euh, la prochaine présentation la même manière que j'ai enregistré la première présentation? Moi, ça marche pas. C'est mieux, monsieur. OK. Voilà, de participer activement à la OK. réunion de notre du Donc, 21 janvier 2025. Inscrivez-vous. donc, je vais enregistrer la prochaine session. D'accord, je vais enregistrer ça.
Et vous allez voir que ce sera aussi coupé en plusieurs petites vidéos pour que ça ne soit pas trop long, quoi. Et il faut regarder les vidéos dans la séquence. D'accord? Pour l'instant, vous avez 3. Ça dit 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. 3 de 3, ça veut dire que c'est fini. C'est la dernière vidéo. D'accord? Maintenant, ayant dit ceci, quelles sont les questions que vous avez par rapport aux vidéos? Donc, les gens qui sont en classe là-bas, quelles sont les questions que vous avez? Bon, certaines personnes ont déjà posé des questions ici. Donc, on a adressé ces questions-là. Et ceux qui sont aussi autre part en ligne, si vous avez des questions qu'on n'a pas encore adressées, parce que pour l'instant, on n'a adressé réellement qu'une seule question. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Oui. Monsieur, dans l'une de vos vidéos, vous avez parlé de l'immunité collective. Oui. Vous avez également parlé du vaccin et vous avez pris le cas de la poliomyélite aux États-Unis. Oui. Vous avez dit qu'aux États-Unis, ce qui fait en sorte que les cas de patients souffrant de poliomyélite soient minimes, c'est le fait que la majeure partie de la population soit vaccinée contre la poliomyélite. Monsieur, j'aimerais savoir, l'immunité collective ne dépend pas de la vaccination. Si, ça dépend. Oui, l'immunité collective dépend de la vaccination. Mais en réalité, cette immunité collective ne peut fonctionner que lorsque la majorité de la population est vaccinée. Monsieur, donc ça veut dire que nous avons répondu à la question que vous avez posée dans le cours? Oui, parce que j'ai posé plein de questions. D'accord. J'ai posé plein de questions. Va venir au devoir, donc. Oui, et donner la réponse également. Oui. J'ai posé plein de questions et donné des réponses également à ces questions-là. OK. Donc, oui, pour l'immunité collective, il faut qu'au moins 90% de la population soit immunisée. Bon, j'exagère en disant 90%, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une majeure population qui soit immunisée. Et puis, avec ça, on va aussi compter sur l'immunisation accidentelle. D'accord? Et une fois que c'est établi, à ce moment-là, le virus n'aura pas la possibilité de s'exprimer, en fait.